Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'une série d'articles que je suis en train de sortir en français. Au moment où ce podcast-ci sort, il devrait y avoir déjà deux, trois articles de la série qui sont disponibles sur le site en français. Puis en, en annonce pour les gens en français, le but, ça va être de faire un livre ultimement avec ça qui va sortir en anglais, mais vous, les gens en français, vous aurez déjà accès. Une façon de retourner ce qu'on fait au Québec. Euh, je vais procéder comme en deux parties là, pour aujourd'hui. J'ai envie de donner un peu une idée à haut niveau, comment le livre est organisé, puis c'est quoi le projet en tant que tel, pourquoi je pense que c'est pertinent. Puis j'aurai aussi des questions parce que c'est relié à ce que Jonathan fait, je pense, du côté plus artistique. Il y a des parallèles, je pense, à faire. Ça, pour commencer à introduire la série d'articles. Euh, Ce que j'essaie de faire, c'est concrètement, c'est de prendre les meilleurs articles, podcasts que j'avais fait dans les dernières années, que ce soit des conversations avec toi, des conversations avec John, des articles que j'ai sortis, ce soit en anglais ou en français avec le verbe ici. Puis j'essaie de faire quelque chose de cohérent avec tout ça, puis regarder qu'est-ce qui était le plus important. Puis ce que je trouvais qui était le, la ligne directrice principale, j'ai évacué comme plein d'articles que finalement j'ai pas utilisé, mais ce qui restait qui était principal, c'était le nouveau genre de métaphysique qui est ressorti euh, des échanges avec John où l'ancien naturalisme réductionniste fonctionne plus, même à partir des sciences elles-mêmes. Puis j'essaie de faire mon chemin tranquillement, pas à pas, vers euh, une métaphysique classique qu'on peut trouver chez les anciens, mais après ça, encore plus loin vers une métaphysique spécifiquement chrétienne, avec des distinctions dont on a parlé de temps en temps. Comment Platon voit les formes versus comment les chrétiens voient les choses analogues. Euh, puis j'ai essayé de cadrer ça par des mythes. Fait que le premier chapitre, ce que je fais au début, c'est parler du mythe du zombie. Donc, on a déjà parlé ici en français, parce que j'essaie de mettre un code mythologique, je pense, pour deux raisons, là. De un, je pense que beaucoup de gens vivent dans ce mythe-là, même s'ils s'en rendent pas compte, puis ça va permettre aux gens, je pense, comme s'intéresser aux livres si, en tout cas, ils ne sont peut-être pas nécessairement intéressés par la métaphysique, mais sont quand même intéressés par les problèmes qu'on a aujourd'hui, puis sont plus des personnes portées vers la mythologie, disons. Mais aussi, je pense, même pour les gens qui sont en tant que tels vraiment intéressés par la métaphysique, ça permet de aussi comme leur planter une petite graine pour qu'ils se rendent compte qu'ils vivent aussi dans un monde mythologique là, où on peut pas vraiment s'en sortir. Là. C'est un point que je t'ai déjà entendu faire souvent, là, où c'est souvent, dans une culture où il y a un changement explicite au niveau de la philosophie métaphysique que les gens vont avoir, il y a aussi des changements culturels qui se passent dans les récits que les gens se racontent. Euh, et ça, t'en connais plus que moi, mais je t'avais entendu dire, par exemple, que je pense au temps de la Renaissance, il y avait des changements sur les récits que les gens racontaient qui préfiguraient ce qui allait se passer côté science. Oui, ben je pense que c'est normal. Puis même au niveau d'une pensée comme scientifique, mais tu sais, les gens qui suivent notre podcast, ils savent que tu sais, un des travaux qu'on doit faire, c'est même au niveau, tu sais, c'est-à-dire même à partir du réductionnisme ou tu sais, à partir de cette position-là, ce qu'elle offre, ultimement, si on pousse plus loin que ce que les gens ont tendance à faire, c'est de dire qu'on peut plus, même les histoires qu'on se raconte, on peut plus dire quelque chose comme c'est juste une histoire ou c'est juste individuel ou c'est juste relatif. Tous ces termes-là, ils se deviennent totalement inconséquents dans un monde où on croit qu'il y a une cohérence de cause qui amène aux choses. Là, c'est-à-dire, même au niveau. C'est pour ça que le naturaliste, comme tu dis, il se défait lui-même parce que là, si tu crois que les choses ont des causes, puis il y a des relations entre les. Ben, d'abord, les histoires qu'on se raconte ne peuvent pas être détachées de ce qui se passe. Puis que, tu sais, l'idée que les histoires, c'est des façons de faire du sens, d'amener les faits ensemble vers une cohérence. On peut comprendre que c'est la chose la plus primordiale à laquelle les êtres humains ont accès pour remarquer les structures et les patterns qui existent dans la réalité. Fait que quand on dit qu'après ça, disons au niveau politique ou au niveau même des changements au niveau de la pensée, au niveau même des théories scientifiques et tout, ben, ils vont souvent être précédés par un côté mythologique. Puis ça, c'est vrai, quand tu penses juste à l'idée de la science-fiction, la science-fiction, elle a ce rôle-là. Elle a le rôle de projeter des histoires
dans un avenir pour ensuite bouger. Tu sais, c'est pas des histoires qui sont. C'est pas comme une prédiction au sens simple. C'est-à-dire, on projette dans l'avenir avec l'imagination, on voit une sorte de cohérence de comment quelque chose dans le monde. Puis là, après ça, on regarde, puis on voit les. C'est-à-dire, là, ça donne une direction pour le monde vers laquelle s'enligner, soit pour le bon ou soit pour le mauvais. Fait que, tu sais, disons, quand tu prends 1984 ou les romans dystopiques, là, c'est la question, la matrice se pose, c'est-à-dire, c'est quoi la cause? Est-ce que c'est l'histoire qui cause le fait qu'on s'en va vers ce genre de choses-là? Est-ce que c'est le fait qu'on allait vers ce genre de choses-là qui appelle l'histoire? Bien, c'est ça l'idée d'être co-créateur ou l'idée de le problème de la conscience, là, c'est qu'on ne peut pas totalement distinguer l'un et l'autre. Les deux, ils se manifestent ensemble. C'est-à-dire à la fois de making meaning, là, de faire du sens de la réalité, de projeter du sens vers l'avenir, de faire toutes ces choses-là, en fait, il y a pas de. Ultimement, on réalise qu'il n'y a pas tant de distinction entre les deux. Mais ça, c'est dur de penser comme ça. C'est dur pour les gens de penser comme ça parce qu'on a tellement tendance à dire ben, c'est arrivé parce que, tu sais, Mhm. une question, une image classique de ça, c'est l'idée, les gens qui disent euh, la raison pourquoi que l'art, ça vaut quelque chose, c'est parce que tout le monde le croit. Puis si tout le monde arrêterait de croire que l'art vaut quelque chose, ben ça l'arrêterait de valoir quelque chose. Mais c'est ça, ça, c'est vraiment une façon ridicule de voir la réalité. C'est une façon qui est impossible. C'est-à-dire, il y a des raisons pourquoi l'art a été choisi comme ça qui a de la valeur. On ne pourrait pas traiter, je ne sais pas moi, traiter le sable comme l'art. On ne pourrait pas. C'est-à-dire, il y a une structure dans la raison pourquoi l'art a été choisi comme quelque chose qui a de la valeur, qui fait partie de notre histoire, qui fait partie du fait qu'on y croit tous, donc qu'on ne peut pas juste éliminer comme ça, de penser, si on arrêtait d'y croire, que ça s'en irait. C'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Mhm. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie vraiment tu sais, de commencer avec un récit, puis ultimement, je vais finir avec un mythe aussi. Euh, puis, Fait que je les pense pas. zombies, c'est bon, mais tu sais, juste pour arriver aux zombies, ce que je suis pas arrivé aux zombies, Ah, ben c'est c'est de correct, ça. dire que quand certaines histoires apparaissent sur l'imaginaire, puis les zombies, c'est en fait, c'est drôle parce que c'est aussi l'histoire de notre relation à nous deux, là. Parce que Ouais. les premières fois qu'on s'est parlé, toi, tu luttais avec cette question-là de zombies, même au niveau personnel, tu avais des rêves si tu rêvais aux zombies et tout. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plongé là-dedans? Puis c'était un peu une sorte de travail métaphysique qui a fait que tu as réussi à te sortir de ta situation personnelle. Mais c'est un reflet de ce qui se passe au niveau social puis en général. Ouais. Puis, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte pourquoi ils sont intéressés comme ça par les zombies, mais qu'une fois que tu leur présentes comme symboliquement pourquoi il y a telle chose dans le mythe de zombies, ça peut commencer à leur faire prendre au sérieux la mythologie puis l'idée qu'ils vivent peut-être dans un récit. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont intéressés à la métaphysique en tant que telle. Puis je vois parfois des livres comme qui s'arrêtent là un petit peu dans la recouverte d'une vision classique du monde. Là. Tu sais, des livres en plus que je trouve très bons. Là. Par exemple, il y avait un philosophe américain catholique, Edward Fraser, qui a sorti un livre qui s'appelle La revanche d'Aristote, où tu sais, c'est super ce qu'il fait dans ce livre-là, mais c'est purement métaphysique. Là. Il part du fait que la science moderne a un paquet de problèmes qui sont réglés si tu vas avec la science classique d'Aristote. Puis il essaie le plus possible de faire cette récupération-là à l'intérieur de la science elle-même. Puis j'ai vu quelques livres de cet ordre-là sortir dans les dernières années, mais j'ai vu personne qui essayait de faire le pont explicite vers une vision du monde symbolique où on vit aussi dans un récit, là. C'est comme si beaucoup de livres qui s'arrêtent, disons, à la métaphysique classique, mais j'ai pas vu beaucoup de monde qui essaye d'aller dans le christianisme à partir de la métaphysique classique. Ou si des gens le font, souvent ça a l'air un petit peu artificiel Oui, si j'oserais dire. Là, ça va oui, être oui. comme, ben, l'Église a gardé ça en vie, donc fuis-toi à l'Église, ou peut-être il va y avoir des preuves historiques, disons, Oui, oui, des gens oui. qui vont analyser historiquement pourquoi on peut faire confiance à la révélation, etc. Mais pas de gens qui vont essayer de comprendre comment les structures. Oui, tu sais, les structures qu'on a dans la science sont mieux éclairées par les structures qu'on a dans Aristote et Platon, mais il n'y a pas de gens qui vont faire le pont pour dire ben, les structures qu'on a dans Aristote et Platon sont tellement éclairées par la structure de l'incarnation. Fait que c'est comme ce deuxième niveau-là que je veux faire aussi ultimement.
C'est ça. Puis, tu sais, on a quelques petits exemples. Moi, je pense que C.S. Lewis, c'est ça qu'il essayait de faire. Il, Mhm. il- tu sais, il a réussi jusqu'à un certain point, puis il n'a pas réussi jusqu'à un autre point. Tu sais, il réussissait au niveau social. Il y avait certaines choses qu'il réussissait à faire qui étaient dans cette direction-là. Mais, tu sais, ça, c'est le gros shift qui va être intéressant à voir arriver. Tu sais. Puis moi, je le vois parce que moi, en fait, j'ai fait le travail à l'envers. C'est-à-dire, j'ai appris à décrire le christianisme ou ce que le christianisme, disons, ce que ça veut dire, dans des termes que je remarque que les sécularistes ou les gens qui sont naturalistes comprennent. T'sais. Fait que là, ils sont comme ah, OK, je comprends. OK, ça a du sens. Bon, OK, oui, ça, je pourrais peut-être embarquer là-dedans. Mais le vrai changement, c'est l'autre. On n'est pas encore totalement là. Pour certains, oui. Mais le changement, le vrai changement, c'est l'autre. C'est à un moment donné de dire ah oui, c'est vrai, en fait, le christianisme, les structures narratives et métaphysiques que le christianisme offre est supérieure à nos descriptions purement Mhm. naturelles. Donc, je fais le changement. C'est-à-dire, j'interprète les trucs naturalistes par celui-là. Là, en ce moment, ce qui se passe en général, Ouais. avec Jordan Peterson, puis avec beaucoup de monde même qui tourne autour de ce que je fais, ils ont tendance à ramener. Puis moi, je le fais tout le temps. J'ai fait une vidéo récemment sur le rituel où j'explique le rituel purement avec des structures naturalistes. Puis, je pense que je réussis à dire voici, à partir des animaux jusqu'aux êtres humains, je peux vous expliquer pourquoi il y a des rituels. Ça a du sens. Mais ça, c'est inférieur à l'autre. C'est inférieur à la révélation, c'est inférieur à la participation à participer. Fait que c'est ça. Ça, c'est un travail à faire là, pour tout le monde. Mais je pense que ton livre j'ai l'impression que ton livre aussi il bouge dans cette direction-là, là, Mhm. de commencer avec le naturalisme et de bouger vers l'histoire. Ouais, exact. Je l'ai structuré à peu près en deux parties comme ça. Ça ressemble, comme tu dis, à ce que Lewis avait fait notamment dans son livre Miracles, mais c'est différent parce que le naturalisme aujourd'hui a beaucoup changé, là. Ce livre-là de Lewis est bon parce que, comme la première partie du livre, c'est un peu une attaque du naturalisme de son époque qui était réductionniste. Puis après, comme contre ce cadre-là, il va expliquer comment, en fait, si tu prends l'incarnation comme structure, tu peux expliquer la nature mieux que le naturalisme matérialiste le faisait à l'époque. Mais aujourd'hui, le naturalisme est rendu super différent, là. Il y a des gens comme, tu sais, le naturaliste de notre ami John Vervaeke, par exemple, ben en fait, c'est comme du platonisme, c'est de la métaphysique classique pratiquement, là, avec, tu sais, toute la hiérarchie de forme puis de matière, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, les, le- la façon dont on peut utiliser l'incarnation pour expliquer comment la nature fonctionne, c'est pas exactement la même chose que ce que Louis dit. Ça se ressemble, là, quelqu'un qui connaît bien Lewis va reconnaître des choses, mais il y a des ponts différents qui sont souvent plus faciles à faire aujourd'hui, je trouve. Parce Ouais, ouais. que c'est comme si les naturalistes ils nous ont déjà apporté jusqu'à la métaphysique classique d'une certaine façon. C'est intéressant de réaliser d'autres personnes, par exemple, comme Bernardo Kastrup ou Don Hoffman, qui sont des idéalistes naturalistes. C'est Mhm. vraiment particulier. C'est-à-dire, ils sont des idéalistes, mais à partir des données puis de l'approche naturaliste, ils arrivent au point de vue idéaliste qui est assez fascinant. Là. Mhm. Ouais, ouais. Puis j'aurais envie de parler plus de ce passage-là. Quand on commence à expliquer le christianisme à partir d'expériences de la vie de tous les jours ou tu sais, du naturalisme, on prend des patterns de la création, disons, pour expliquer l'incarnation. Puis à un moment donné, on veut que les gens fassent le switch aussi, là. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé parce que effectivement, dans le livre, comme quand je tombe à parler de l'incarnation en tant que telle, j'essaye plus directement d'expliquer. En fait, je pense que je parle jamais de l'incarnation en utilisant des termes de la création en tant que telle. La façon dont j'essaie d'expliquer ça, c'est explicitement en disant que on prend l'incarnation comme si c'était une théorie scientifique pratiquement, là. Tu te dis, OK, on accorde les postulats, disons, de cette théorie-là, puis on essaie de voir si on comprend plus le monde avec. Parce que tu sais, les gens souvent ne se rendent pas compte, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est toutes les connaissances, mais y compris la science. Quand Newton, par exemple, avait avancé la théorie gravitationnelle, les gens pensaient qu'il était fou. Les gens à l'époque, ils Oui, parce qu'il étaient. postulait une force. Tu sais, je veux dire, on est tellement habitué de penser que c'est normal de dire, ah, il y a une force, ah, il y a une force. C'est quoi, tu veux dire, il y a de la magie, là. Tu sais, enlève le mot force, mets le mot magie, c'est la même chose. Mhm. C'est juste qu'une fois qu'on l'a accepté, là, les gens qui pensent pas, tu sais, disons, il y a différents types d'approches de pensée intellectuelle. Il y a des gens qui acceptent ce qu'on leur donne, puis ils voient la raison à l'intérieur. Tu sais. Une fois que ces gens-là, ils ont accepté qu'il y a des forces, ben là, c'est tout ça a du sens. Regarde, c'est bien logique, là, c'est totalement cohérent.
Exact. Fait que, tu sais, on peut faire la même chose, je pense, avec le christianisme. C'est ça que Lewis faisait dans Miracles, puis je pense qu'on peut faire ça encore aujourd'hui, où, tu sais, d'une certaine façon, je prends différentes structures qu'il y a dans la création, dans le naturalisme en tant que tel. J'essaie le plus possible de rester proche du naturalisme et dire, OK, c'est toutes les structures que tu aimes dans ton naturalisme, par exemple, là, tu peux les voir comme des petits aspects de ce que tu trouves dans l'incarnation en tant que tel. Fait qu'au lieu d'avoir plein de petits phénomènes comme dans la multiplicité, tu peux les unir dans une explication supérieure qui est l'incarnation. Fait que, comme, au final, je pense que ça fait, c'est un genre de séduction, là. J'ai pas, c'est pas, je pense que c'est pas possible de donner comme un argument définitif pour le christianisme à partir de quelque chose de plus bas. Je pense que ce serait de réduire le christianisme à quelque chose de plus bas, Yeah. justement. À la place, je pense qu'on n'a pas le choix de comme, présenter ce qu'il y a plus haut comme quelque chose de séduisant, puis inciter les gens à voir le monde à la lumière du christianisme. Oui, oui. Mais tu sais aussi, je pense que l'argument de base, celui que Mathieu aussi présente dans son livre, là, que même la science fonctionne à partir de théories là, qui sont des structures de sens, puis ensuite, de regarder, voir si ces structures-là de sens, ils collent avec la Mhm. factualité, s'il y a comme une connexion entre les deux. Puis de réaliser que si disons, la factualité, elle colle pas, ben là, il n'y a pas d'incarnation finalement. Là. Il y a comme une désincarnation où la théorie, elle s'envole dans le ciel. Là, elle s'en va, puis elle n'a pas de fruits, disons, là, pour Mhm. utiliser les termes de Jésus carrément. Mais fait que ça, je pense que les gens peuvent arriver à ça. C'est juste la question, c'est parce que le problème avec l'incarnation, c'est aussi son scandale. C'est-à-dire la façon dont de l'incarnation a l'air, c'est pas ce que tu penses. On dirait que serait que ça devrait avoir de l'air. Tu sais, l'incarnation plus rationnelle au début, tu pourrais penser qu'en fait, c'est plus comme un divin roi. C'est en fait, tiens, que genre César Auguste, tu sais, que lui, tu pourrais comprendre, OK, ça, c'est une sorte d'incarnation. Parce que là, il est le chef, tu sais, il est au-dessus de l'État, puis là, il manifeste les principes, puis là, il les applique dans le monde. Puis là, tu dirais, OK, moi, ça, c'est plus comme une sorte d'incarnation, plus comme aussi les anciens rois égyptiens et tout ça. Mais là, l'histoire de Jésus, on dirait, moi, c'est sûr que je pense qu'on peut l'expliquer, on peut l'aider les gens à comprendre, mais à la première vue, c'est difficile. Parce que ça semble être le contraire de ce que tu aurais pensé à la base. Je suis pas sûr de comprendre. En quoi c'est le contraire exactement? Ben, parce que l'incarnation, disons, OK, je vais te donner Mhm. l'exemple. L'exemple comprend la théorie scientifique et les faits. Fait que là, tu as une Ah, théorie, OK. une structure, puis là, la factualité, elle colle avec ça. Fait que là, tu as comme une sorte d'harmonie, puis une union, puis t'as comme un endroit où tu vois à travers les faits, la théorie, puis quand tu regardes à travers la théorie, ben là, tu vois les faits se coller ensemble, OK? Euh, mais tu sais, la crucifixion, c'est pas ça. La crucifixion, c'est le contraire de ça. La crucifixion, c'est comme ironie sur ironie. C'est comme une double ironie. Euh, Puis là, tu as comme le roi qui se fait comme massacrer, qui est trahi par tout le monde. Tu as comme les disciples qui se dispersent. T'as tout ça. Puis là, tu dis, Mhm. tu sais, si tu prends l'incarnation en tout, disons, comme au genre, disons, des prophéties jusqu'à l'Apocalypse, là, tu peux quand même, là, tu peux voir un peu plus. Mais quand tu regardes la vie de Jésus, tu te dis, waouh, Mhm. tu sais, je ne sais pas si tu as pensé à ça, là, parce que Mhm. ça, je pense qu'il y a des solutions, Mhm. pas des solutions, mais il y a des façons d'arriver à aider les gens à comprendre qui Mhm. en fait, de, qui aident à saisir beaucoup la réalité, mais c'est juste, c'est pas facile, disons. Ouais, ouais. Je pense que j'ai pas le choix de faire. C'est comme de pas m'arrêter juste à la crucifixion, là. J'ai pas le choix de parler de Pâques puis de l'Église qui grandit ensuite. Puis là, je pense que c'est correct, là, parce que j'ai le pattern au complet comme de descente puis de remontée, là. Je peux expliquer comment Dieu sélectionne, la terre, Israël, Marie, puis après ça, il s'incarne en une personne précisément pour mourir, descendre dans la mort, puis après ça, remonter, constituer une église de juste quelques apôtres au début, ensuite, comme ces apôtres-là meurent, font des églises, etc. Fait que si j'ai tout ça, je trouve que j'ai le cycle au complet. Ouais. Puis le fait qu'il y ait justement la mort en plein milieu de ça, là, un échec
complet si on s'arrête aux apparences. C'est pas un problème tant que je pense qu'on s'arrête pas là. Oui, Je mais pense que aussi, tu sais, je pense que la solution, c'est dans la façon dont l'être se manifeste, tu sais. C'est-à-dire, l'être se vide dans une identité se vide dans sa manifestation. Tu sais, Mhm. c'est-à-dire, elle se donne, puis là, elle bouge du centre vers les exceptions, dans le fond. Tu sais, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Fait que, tu sais, si je vois quelque chose de défectueux, tu sais, si j'ai par exemple, un téléphone défectueux, ben, je suis quand même capable de reconnaître sa connexion à l'identité malgré ça. Puis tu as comme l'idée que Jésus, lui, il voulait remplir tout ça. Fait qu'il veut, on dirait qu'il va jusqu'à l'exception, il va jusqu'à la dissolution, on pourrait dire, puis que c'était nécessaire pour contenir tout. Tu sais. Puis qu'en fait, tu réalises, c'est là quand tu vois ça, tu réalises qu'en fait, l'identité, ça fonctionne comme ça nécessairement. Puis que l'identité, la plus haute identité, c'est pas celle qui est comme le shining exemple brillant, en fait, oui, mais aussi c'est celle qui est comme plus haute parce qu'elle contient aussi toutes les versions défaillantes. Je ne sais pas si ça a du sens Ouais, ce que je dis. ouais. Non, je suis d'accord, là, puis ça va avec. J'essaie un peu de finir comme ça à la fin, là, où il y a peut-être comme je pense la chose la plus importante entre le passage de la métaphysique classique jusqu'à la métaphysique chrétienne. On peut le voir déjà là avec Denis l'Aréopagite, là, où il y avait un puzzle chez les anciens, là, à savoir comment ça se fait qu'il y a de l'émanation à partir de Dieu, là? Comment ça se fait qu'il existe un monde puis il n'existe pas juste l'un? Pourquoi il y a la Euh, multiplicité? Pourquoi la multiplicité a de l'air de ce qu'elle a l'air? Là? Ouais. Exact. Puis comment ça se fait que on dirait que la multiplicité peut être unie dans des unités aussi? C'est mystérieux inversement, là, qu'on est capable de percevoir des unités au lieu qu'il y ait juste de la multiplicité, puis que dans le monde, des choses comme moi existent comme une chose, puis pas juste comme des Ah ouais, milliards de une cellules. bouillie, là, comme Euh, une bouillie. Ouais, c'est très mystérieux. Comment ça se fait que le monde existe de façon séparée de Dieu aussi? Tu sais, il doit être relié à Dieu d'une certaine façon parce que le monde n'est pas indépendant, mais le Ouais. monde n'est pas juste non plus Dieu parce qu'il y a clairement des problèmes dedans. Là. C'est pas Dieu, le monde. Fait que c'est comment tu résous ça. Puis les Grecs travaillaient à résoudre ça avec la métaphysique classique, mais ils ne réussissaient pas totalement. Puis ce que Saint-Denis l'Aréopagite a dit en utilisant l'incarnation, c'est l'idée, ça ressemble plus à une idée de séduction, comme on avait dit, là, où Dieu, en causant le monde, en fait, cause le monde à se causer lui-même. Comme Dieu, parce qu'il est beau et il est bon, il va causer le monde de façon à ce que le monde veuille lui-même émerger vers Dieu. Mhm. Fait que ça, je pense que ça résout un paquet de puzzles, puis ça explique pourquoi, comme, mais là, j'ai oublié exactement de où on était parti, là. C'est parti des zombies, mais c'est pas grave. Non, mais Parce que tu avais posé un puzzle précis. oui, le Euh, puzzle, c'est comment que l'incarnation. Le problème de l'incarnation, c'est que elle est étrange à première vue, mhm. à cause qu'elle a aussi un côté euh, qui semble être contre-intuitif quand Ouais, tu le regardes pour d'été. Puis c'est la raison pourquoi les gens n'ont pas reconnu le Messie, là, tu sais, on peut ouais, même les comprendre. Là. ouais. Mais ça, je pense que c'est pour ça que j'ai repensé à ce que Saint-Denis disait de la descente du Christ comme ça, là. C'est que tu as besoin d'avoir un Dieu qui va avoir ce genre d'amour-là jusque dans la mort pour, je pense, comprendre pourquoi il encouragerait la création à le poursuivre par elle-même, là. Ce serait vraiment dur, je pense, de comprendre ça que les Grecs n'avaient pas de solution ultime, là, à la façon dont Dieu et le monde peuvent être reliés. Si tu n'as pas cet exemple-là Ouais. de Dieu qui descend vraiment jusqu'aux finalités, là, jusqu'en bas complètement, qui ne va pas s'imposer sur les choses comme les forcer à sortir de la multiplicité, mais qui va comme descendre par amour pour séduire le monde à monter vers Oui, lui. c'est ça. Ça, c'est le bon, ça, c'est la bonne façon de voir. Parce que tu pourrais imaginer. Parce que disons, on a deux images de la crucifixion. Là. On Mhm. a l'image du Christ sur la croix, puis on a l'image de la descente aux enfers, qui est plus légende plus tard, ou qu'on voit dans l'icône de la descente aux enfers. Puis là, tu sais,
as comme l'idée qu'extérieurement, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui se fait tuer, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui est trahi, qui est abandonné, tout ça. Mais secrètement, ce que tu vois, c'est comme un genre d'être puissant qui descend dans la mort et qui conquit tous les niveaux. Euh, Puis c'est comme si pour que ça soit total, tu as besoin des deux. Parce que tu pourrais penser que l'image de l'incarnation, ça serait ça. Ça serait Dieu qui descend comme un conquérant puis qui s'en va jusqu'au fond, puis qui prend tous les niveaux, puis il est comme, il est puissant et tout. Mais comme tu dis, il y a quelque chose dans ça qui ne laisse pas les différents niveaux exister en soi, qui ne donne pas la liberté à tous les niveaux d'exister par eux-mêmes, mais l'image de l'incarnation puis de la descente par la mort elle-même, c'est-à-dire de mourir, pas juste de descendre comme un conquérant. Fait que d'avoir les deux images ensemble, de dire qu'en fait que c'est par celui-là que tu as l'autre, en réalité. C'est par le Christ qui descend en amour, par amour, puis qui incarne les différents aspects de la mort, que tu as aussi la lumière qui vient, qui transperce tous les niveaux. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que les arguments qu'on donne ont cette forme-là séductive aussi, là, où on n'essaie pas de donner un argument définitif pour le christianisme par quelque chose qui existerait juste dans le naturalisme, par exemple. Là. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on essaie de descendre dans le naturalisme en donnant le plus d'exemples qu'on peut, la façon Oui, oui, d'approcher le christianisme à partir du naturalisme. Mais ça, c'est un genre de descente là, qu'on fait. oui, oui, Euh, oui, c'est sûr. puis c'est qu'on essaie, après ça, de séduire les gens de façon à ce qu'ils vont vouloir monter eux-mêmes, puis comprendre le naturalisme à partir du christianisme. Même chose que, les Grecs essayaient d'approcher ça quand même, là, dans la métaphysique classique. Il y a quelque chose comme ça avec Platon dans la caverne Oui, encore, là, où Platon sort de la caverne, puis là, mystérieusement, le philosophe doit redescendre. C'est pas trop clair pourquoi, mais il faut redescendre pour sortir les personnes de la caverne. Puis si tu essayais de justifier les formes à partir des ombres de la caverne, en fait, c'est impossible. Tu ferais juste réduire les formes à des ombres dans une caverne. Comme nous, on ne peut pas réduire le christianisme au naturalisme, mais on peut essayer de descendre pour séduire les gens à remonter aussi. oui, 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 oui. Ça a vraiment du sens, ça. Puis ça devrait marcher. Si, parce que je pense que c'est pour ça que ce que tu fais sur ta chaîne, ça marche. Puis Lewis faisait ça aussi dans son livre Miracles, la deuxième partie. Là. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend la structure chrétienne pour jeter de la lumière sur plein de structures dans la création. Et c'est ça que tu fais sur ta chaîne depuis 7 ans maintenant. Euh, ça que Lewis avait fait dans toute la deuxième partie de son livre aussi sur les miracles. Puis le pari, c'est que si on a raison, si la structure fondamentale de la création, c'est vraiment l'incarnation, ben, ça devrait marcher. On devrait être comme toujours capable de donner assez de lumière sur le monde pour que les naturalistes soient vraiment séduits. Euh, ça c'est la structure globale du livre, là, je dirais, où je commence avec le mythe du zombie. Après ça, j'explique que à l'intérieur du naturalisme lui-même, les zombies ont plus de raison d'être. Là. Il y a des arguments qui font que tu dois abandonner le matérialisme et tu peux au minimum être un métaphysicien classique aujourd'hui. Puis après, j'essaie de séduire les gens pour qu'ils veuillent entrer dans le mythe du christianisme. Et si je leur donne plein de structures dans la création, notamment dans le naturalisme. J'essaie vraiment de. Mon livre est assez orienté vers les naturalistes, là, parce que j'étais là il y a 10 ans, disons. Je veux que ces gens-là soient séduits. Je veux comme leur donner de la lumière sur leur propre vision du monde à Oui, l'aide du christianisme pour qu'à la fin, comme il ait passé du mythe du zombie au mythe de l'incarnation. C'est pour qu'il ait changé le mythe dans lequel il vit. oui, ça. Oui, c'est ça. Ou non, mais je pense que ça a vraiment du sens, là. J'ai de plus en plus l'idée, tu sais, j'ai de plus en plus l'intuition de pousser, l'argument naturaliste jusqu'à sa fin, jusqu'à au moment où il tourne, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment le temps de le faire. Fait que ton livre, ça va être vraiment bon. Une des choses auxquelles je pense beaucoup ce temps-ci, c'est la question de la volonté, puis de la liberté. On voit les gens dans les nouveaux athées, Sam Harris, puis Dennett, non, Daniel. Daniel Dan- Dennett, là. Ouais. Qui arrivent au point où ils disent que la liberté et la volonté sont des illusions. Puis là, c'est drôle parce que moi, on dirait que je préfère ça. Je préfère leur argument, puis je vais vous expliquer pourquoi.
un des arguments pour les gens vraiment athées dans les derniers siècles, c'était de ridiculiser la notion que la volonté existe au niveau des êtres supra-humains. C'est-à-dire, c'est ridicule de penser qu'il y a des anges, qu'il y a des dieux, qu'il y a Dieu, que Dieu a une volonté, que toutes ces choses-là. C'est totalement ridicule de penser ça, tout en prenant pour acquis que l'être humain avait ça, avait volonté. Puis là, il disait, c'est la projection de l'humain sur les structures naturelles autour de nous. Mais avec des gens qui arrivent au bout puis ils disent ben la volonté puis la liberté, c'est des illusions dans l'être humain aussi. C'est comme OK, ben c'est génial ça. D'abord, ce que tu dis qui est une illusion dans l'être humain puis dans moi, ben, c'est aussi une illusion au niveau supra-humain. C'est-à-dire, c'est la même illusion. C'est-à-dire, l'illusion que toi, tu as une liberté d'agir sur le monde, mais c'est la même illusion qu'il y a des êtres qui agissent sur nous avec volonté puis agency. Fait qu'on va les traiter de la même façon. C'est super bon parce que, fait que si on fait ça, c'est-à-dire je peux appliquer toutes les règles de psychologie puis les règles de volonté, puis ça, je peux les appliquer aux êtres supra-humains aussi. Parce que, tu sais, je dis, on va juste dire, c'est une illusion, c'est correct. J'accepte c'est une illusion, c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est bon. Mais il y a quand même des structures, on peut les expliquer, on peut jouer avec. Fait que je vais prendre ça puis je vais les appliquer au. Fait que si tu me dis quelque chose, c'est ridicule de penser qu'il y a des dieux, tu sais, c'est juste une superstition et tout. Ouais, mais attends, tu me dis aussi que moi, quand je mets du sucre dans mon café, que ça, c'est une illusion la volonté de faire ça, bien d'abord, c'est correct, je l'accepte, mais il y a quand même, on peut l'expliquer. Fait que je vais expliquer l'autre aussi. Moi, je te dis, j'ai l'impression que de pousser vraiment au bout le naturalisme, ça nous mène inévitablement au retour de toutes ces choses-là. Parce que, est-ce que en fait, il n'y a rien de plus ridicule que de penser que les structures de volonté puis de liberté d'agir, qu'ils soient illusions ou pas, il existe dans l'univers juste au niveau des êtres humains. Il n'y a rien de moins scientifique, de moins naturaliste que de penser ça. En tout Fait, cas. que fait que là, c'est ça. J'essaie de résumer pour si je comprends bien. Là. Mais Ouais, l'idée, désolé, c'est. moi je te pousse en dehors de ton livre, là, je te Ben, pousse c'est correct, ça vaut la peine d'y penser. Là. Fait que là, c'est que initialement, les gens essaient de nier la réalité de la volonté humaine, puis la liberté humaine, en justifiant ça par, mettons, Ben, à au la début, place, on serait les déterminé. gens, ils voulaient nier l'idée de volonté euh, qui agit sur toi, des Mhm. volontés qui seraient Plus haut. supra-humaines. Donc, Ouais. les dieux, c'est ridicule d'imaginer qu'il y a des volontés, d'imaginer qu'il y a des êtres avec une sorte d'agency, je ne sais pas comment dire ça en français. Là. Agentivité. Ouais, la capacité d'agir sur les autres, que ça, c'est vraiment des superstitions ridicules. Mais ils prenaient toujours pour acquis que l'être humain, lui, il a ça. Puis Mhm. l'être humain, lui, est capable d'agir. Puisque c'est une projection à partir de l'être humain sur ce qu'on imagine être Mhm. des structures naturelles qui n'ont rien de tout ça. T'sais. Mais ce qui est génial, c'est mais si on me dit que c'est une illusion, l'être humain aussi, ben d'abord, c'est bon. D'abord, tu me disais que c'est. Moi, j'ai l'expérience de la volonté, puis je sais de quoi ça a l'air. Tu me dis que Mhm. c'est une illusion. Ben d'abord, je vais appliquer les mêmes structures que j'applique à moi pour les autres affaires que je Mhm. reçois d'en haut, si c'est toutes des illusions. Ouais, ça, je pense qu'il y a des naturalistes aujourd'hui qui recouvrent ça aussi, là. Je pense que ça fait partie du retour à la métaphysique classique aussi, Ouais. parce que, c'est même en dehors du monde chrétien, Platon écrivait ça aussi explicitement, là, dans La République, il passe tout le livre à faire l'analogie entre une personne et une ville, puis à voir que tu as les mêmes structures qui tiennent dans les deux. Puis ça, je pense que ça fait partie du genre de choses qui revient automatiquement quand tu passes du naturalisme réductionniste au naturalisme non réductionniste. Une fois Ouais. que tu vois que c'est impossible de réduire l'esprit humain à quelque chose de plus petit, parce que manifestement, on est conscient, puis on n'est pas juste des tas de cellules, puis il y a plusieurs arguments spécifiques, j'en détaille plusieurs dans le livre, mais bref, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont prendre ça très au sérieux, là. Maintenant, l'idée Ouais. qu'on est juste comme des choses plus basses. Euh, Fait que là, ça donne automatiquement la capacité de recommencer à parler de structure, là, de patterns qui existent dans la psychologie humaine, par exemple. Puis automatiquement, tu peux voir que ces formes-là, ils ne tiennent pas juste dans l'humain non plus, ils tiennent aussi dans des choses plus élevées, là. Il y a des formes dont on a déjà parlé
des podcasts précédents, là, si tu regardes le pattern de la tête puis du corps, de la gauche puis de la droite, l'intérieur, l'extérieur, c'est des structures super fondamentales qui arrivent dans tous les groupes. On peut le trouver à les échelles plus petites que l'humain, là, dans nos cellules même, si on veut, mais on peut se le trouver dans des villes. Puis ça, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui revient tout de suite. Fait que j'avais jamais pensé spécifiquement en termes de liberté comme tu viens de le faire, là, mais je pense que ce genre de flip-là se passe déjà là, aussi dans le naturalisme. Oui, oui, oui. Puis aussi, l'idée que, encore, ça, tu le vois toujours. Moi, la chose que je trouve le plus drôle, surtout les Québécois, d'entendre les Québécois dire, dire des choses comme j'ai demandé à l'univers. T'entends des gens qui disent des choses de même, qui disent oui, oui, Ouais. j'ai demandé à l'univers. L'univers m'a répondu. C'est super intéressant. C'est comme, tu es vraiment entre deux mondes là, quand tu dis ça. Parce que tu continues avec l'espèce d'idée un peu absurde que l'être humain, c'est le seul être qui a une volonté et une capacité d'agir dans le monde. Tu penses que tous les autres processus, c'est comme une sorte de froideur sans aucune volonté puis aucune intelligence dedans. Mais là, tu demandes à l'univers, on ne demande pas à l'univers. L'univers, c'est pas. C'est-à-dire qu'on parle à des choses qui ont des volontés. On ne parle pas à des choses qui n'ont pas de volonté. C'est drôle parce que moi, ma femme est géniale. Elle, elle a dit, quand quelqu'un te dit, je parle à l'univers, tu fais juste ignorer, il parle à Dieu. C'est correct, il veut juste pas dire le mot Dieu, c'est pas grave. Puis elle agi comme si la personne avait dit Dieu, puis elle continue d'interagir avec. Moi, comme j'accroche vraiment, je peux pas aller plus loin parce que je me dis, toute ta structure est ridicule, c'est comme, ça fonctionne pas. Tu peux pas à la fois garder un monde froid naturaliste juste de Big Bang qui a aucun, qui a aucun temps, puis en même temps, c'est juste ça, ça marche pas ensemble. Désolé, j'entends qu'il tombe en mode rant, là. C'est bon, c'est bon. Pour continuer, j'aurais quelques Ouais, vas-y, questions vas-y. là, quand même sur la façon dont tu vois ce que tu fais dans le monde symbolique ces temps-ci, ce que tu fais avec l'art, puis la place de la métaphysique explicite aussi là, que tu vois. Tu sais, je pense au début, quand tu as commencé à faire du contenu sur YouTube, c'était plus explicitement de la métaphysique, là, où tu sais, c'était beaucoup d'expliquer des structures. Ben, pas juste, tu sais, je dis la métaphysique, mais en fait, c'était surtout au début, je pense, dans des récits, là, tu sais, tu prenais des histoires, des films aussi souvent, puis après ça, tu expliquais aussi des structures métaphysiques en général. Puis là, maintenant, tu fais plus quelque chose d'artistique. Euh, mais je me demandais juste si tu pouvais dire quelques mots sur la façon dont tu le vois, dont la place des explications vraiment explicite sur le symbolisme ou sur la métaphysique versus des poursuites plus artistiques que tu as Ouais. depuis quelques années. Ouais, ben, je sais pas. Ouais, tu sais, c'est pas nécessairement l'idée de dire, ça dépend, tu sais, le côté artistique dans le sens de, il faut que les choses atterrissent. Tu sais, un des Mhm. problèmes avec l'explication, c'est que l'explication, il y a comme une aliénation dans l'explication. Tu sais, elle nous donne une sorte de pouvoir de comprendre, mais aussi elle nous garde à l'extérieur de la chose. Tu sais, la participation est plus puissante, en fait. Tu sais, en fait, c'est pour ça c'est l'idée dans le christianisme que quelqu'un qui est illettré, qui sait pas, qui n'a aucune connaissance, aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que la participation, tu peux participer à la structure de la réalité sans la comprendre explicitement. Puis qu'en fait, d'une certaine façon, ça, c'est supérieur à la comprendre. Ceux qui ont besoin de la comprendre, ils ont souvent un gros problème après de participer, parce qu'ils mélangent une compréhension analytique de la chose, puis la chose elle-même. Fait que c'est sûr que pour moi, de faire de la sculpture, d'écrire des histoires, aussi d'essayer de participer à réintroduire des histoires dans le monde, euh, c'est important pour empêcher que ça devienne juste une sorte de théorie qu'on expérimente de l'extérieur. Puis c'est la même chose, quand je dis aux gens d'aller à l'église puis de participer, bien, c'est la même chose, c'est-à-dire ça, c'est plus important. Fait que honnêtement, je trouve que les choses que je fais au niveau de raconter, de recommencer à raconter l'histoire, comme là, on a publié Blanche-Neige, God's Dog, euh, mais aussi au niveau des sculptures dans l'Église, que ça c'est plus atterri, là, c'est plus incarné que d'expliquer d'expliquer des histoires.
Ouais, ça fait du sens. Puis est-ce que tu vois, est-ce que tu as Mais une tu sais, idée de où ça. un exemple simple dans l'Église, même pour au niveau Mhm. traditionnel. Puis, tu sais, je trouve ça, j'ai ça faire ça, mais je vais le faire pareil, là. Tu sais, l'idée, par exemple, que quand tu vas à l'Église, tu sais, l'idée quand même plus protestante, que tu vas à l'Église pour un message. OK? Euh, l'idée plus traditionnelle, c'est que tu vas à l'Église pour l'Eucharistie. Puis le message, il t'aide à comprendre, mais la participation au mystère est plus importante que la compréhension rationnelle. Puis ça, c'est important de voir la différence entre les deux. C'est pas que le message ou l'homélie, elle n'est pas importante, elle est importante, mais elle est là pour te donner un petit coup de pouce pour participer de façon plus pleine à l'Eucharistie puis à la vie. Et est-ce que tu as une idée d'où ça allait aller dans les prochaines années, mettons? Est-ce que tu voyais, mettons, la nécessité d'expliquer comme étant quelque chose que tu vas faire de moins en moins, tu vas plus focuser sur vraiment faire des productions artistiques ou C'est sûr comment que c'est ce tu qui imagines ça? m'intéresse plus, là, Mhm, personnellement. Là, c'est ce que j'aime le plus faire. Puis aussi, mhm, j'ai l'impression que j'ai fait un bout là, par rapport à expliquer. C'est rendu au point où là, maintenant, j'ai de la misère des fois à avoir des idées pour des vidéos là, sur YouTube parce que j'ai l'impression que j'aime pas ça me répéter aussi, honnêtement. Je sais pas, je le fais sûrement, mais j'aime pas ça. Ça m'énerve. Fait que j'ai déjà parlé de ça, j'ai dit ça, c'est bon, on continue. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, je vais manquer aussi de choses à dire, puis je vais peut-être écrire un livre, là, ça se peut. J'ai quand même des opportunités pour le faire, puis ça pourrait être un peu la finalité. Mais tu sais, mhm, écrire un livre, est-ce que je pourrais écrire un meilleur livre que le livre que Mathieu a écrit? Je pense pas. Fait que mhm, des fois, je me dis pourquoi j'écrirais un livre, peut-être pour le rendre quelque chose de plus avec plus d'exemples, de façon plus incarnée. Peut-être que ça, je serais capable de faire ça. Mais souvent, j'ai l'impression que le livre, Mathieu l'a écrit, là. mhm. Ouais, je comprends. J'ai aussi souvent de la misère à voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là. Surtout, tu sais, moi, en plus, j'écrivais plus spécifiquement sur la métaphysique. Puis, j'ai aussi l'impression d'avoir fait le tour avoir fini de faire le tour peut-être il y a un an, là. Euh, Mais ce l'idée du serait. post-naturalisme, je pense que c'est vraiment la place, en fait. S'il y a une place où il y a un travail à faire, c'est de faire le pont maintenant, de Mhm, faire le pont entre. Parce que, on a comme un. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, là. D'un côté, tu as comme un genre de renouveau chrétien, intellectuel, qui se passe aux États-Unis puis un peu partout. Ça, c'est quelque chose qui se passe, c'est lié à Jordan Peterson, c'est lié aussi à d'autres, il y a d'autres facteurs aussi. Euh, les séances de cognition avec John Vervaeke, puis tous ces gens-là qui réalisent la structure du sens, puis de relevance, là, l'idée de ce qui est important et tout, l'attention, tout ça. Puis là, tu as aussi des gens qui travaillent sur la complexité, sur des systèmes complexes, puis la relation entre les niveaux ontologiques. Ils n'utilisent pas le mot ontologique, je pense, mais on comprend ce qu'on veut dire. Là. Puis le problème de l'émergence dans les structures complexes. Puis ces gens-là, ils ne se parlent peut-être pas assez. T'sais. Fait que l'idée d'arriver à tranquillement, de plus en plus faire des ponts pour aider les gens qui travaillent dans la complexité à saisir la fonction de l'attention, puis d'aider tous ces gens-là à voir que les structures religieuses donnaient, puis peuvent donner des solutions qui intègrent le tout, d'en haut, c'est-à-dire c'est comme une vision du monde, puis une cosmologie, puis une métaphysique qui intègre les différents domaines ensemble. Honnêtement, j'ai l'impression que ça, c'est comme le travail à faire. C'est juste que j'ai pas l'impression que c'est moi qui peux faire ce travail-là. Moi, je peux participer à ça, mais il y a des gens qui connaissent plus les différents domaines qui doivent être impliqués, là. ouais, exact. C'est un peu l'image que j'ai, c'est comme quand l'Empire romain s'est converti, là, ou tu sais, la façon dont ça s'est passé, c'est pas que quelqu'un de chrétien a pris le contrôle de ce qui se passait, là, c'est plus que il y a quelqu'un qui était déjà en contrôle de l'Empire, qui, lui, était attiré par le christianisme, puis en faisant ça, ça a christianisé l'Empire. J'ai l'impression que ce serait quand même difficile. Ben, c'est pas impossible, mais ce serait vraiment, ce serait vraiment impressionnant si, c'est quelqu'un qui était déjà à 100% dans l'histoire chrétienne décidait de devenir un expert, mettons, dans un de ces domaines-là, je sais pas, de complexité, puis de changer de domaine, là. J'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ce soit que Le des gens dans le contraire, oui. christianisme séduisent des gens qui sont dans ces domaines-là, puis qu'eux-mêmes fassent le pont avec toutes les choses qu'ils connaissent déjà. Oui. Comme, Ben, je pense que tu as raison, mais je pense qu'il va y avoir des échanges et des discussions. On voit mhm,
On voit, par exemple, la discussion entre l'évêque là, Maximus Mhm. puis John Vervaeke. On voit qu'il y a comme des surprises puis Ouais. des échanges intéressants qui se font. Euh, puis, honnêtement, puis, je le vois, même John, je le vois, Mhm. il a comme saisi jusqu'à un certain point, ben, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a saisi qu'un platoniste chrétien offre Mhm. plus, en fait, parce qu'une chose qu'on a vu dans les derniers, je parle de digression en digression, là, mais une chose qu'on a vu dans les derniers, disons, 50 ans, ou même peut-être un peu moins, Mhm. peut-être 30-40 ans, c'était que beaucoup de scientifiques et beaucoup de naturalistes allaient vers le bouddhisme, puis les visions taoïstes, bouddhistes, tout, puis Mhm. même hindouistes, puis ils venaient intégrer ça dans leur cosmologie puis leur façon de voir. On voit beaucoup de scientifiques qui deviennent bouddhistes là, dans les années 90-2000 et tout, là, c'est sans arrêt. Mais je pense que ce que John réalise, puis ce que des gens vont commencer à réaliser de plus en plus, c'est que, en fait, l'idée du logos, puis elle intègre mieux l'intelligence dans le système, euh, puis qu'en fait, l'idée qu'il y a des volontés qui agissent sur nous, loin d'être quelque chose de superficiel et de ridicule, c'est en fait quelque chose qui donne plus de solutions aux problèmes de la relation entre la multiplicité et l'unité que juste tu sais, comme Sam Harris utilise beaucoup l'idée de comment l'impermanence du phénomène, tu sais, c'est-à-dire beaucoup de bouddhistes ont parlé de ça récemment, tu sais, l'idée de l'impermanence, l'impermanence comme une vision de base. Mais tu sais, OK, ouais, l'impermanence, elle explique le problème de croire en la en l'absolu des identités. Mais après ça, ça ne te donne pas beaucoup de solutions. Après ça, là, ça ne donne pas beaucoup de solutions pour joindre les différents niveaux ensemble. C'est pour ça que ça fait que Sam Harris, il peut passer de son scientifisme à détester la religion, faire de la méditation, puis pas voir les contradictions massives entre ces trois positions-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Là. Ouais, ouais. Ouais, j'aime ce que tu viens de dire sur comme le fait qu'il va y avoir des conversations qui vont se passer, je pense que euh, c'est peut-être une des grosses choses importante à garder en tête, là. Même si je regarde les dernières années, mettons, ce que j'ai fait, c'était beaucoup des discussions avec toi puis avec John. Tu sais, moi, je venais plus du naturalisme un peu comme John, mais tu sais, je voyais ce que toi tu disais, c'était intéressant, c'était plus attirant comme vision du monde que ce que je voyais ailleurs. Puis là, je te posais plein de questions métaphysiques dans des meetings qu'on avait Patreon à chaque mois pour comme réussir à faire les ponts comme le plus possible avec toi. Puis après ça, j'avais aussi des discussions avec John de temps en temps où là, j'essaie de voir si je te dis les choses de cette façon-là, est-ce que ça colle quand même? Avec ta métaphysique. Puis là, en faisant tout ce chemin-là, j'ai assemblé les trucs que je vais mettre dans le livre. Mais ça, tu sais, je me verrais mal comme. Je verrais pas exactement quel autre livre je pourrais écrire après, mais un truc qui serait le fun, ce serait de parler à d'autres gens. Tu sais, continuer à parler à des naturalistes qui, eux, vont faire les ponts avec les branches du naturalisme qu'ils connaissent plus, là. Moi, j'ai pris les branches que je connais le plus, là, comme la physique, les maths, ce genre de choses-là, je Ouais. connais, je connais, je connais bien ça. Mais il y a d'autres branches là, du naturalisme, c'est sûr, qui, eux, vont avoir des ponts différents, comme tu as dit, puis ça va être intéressant de parler à ces gens-là. Oui, mais Euh, moi, j'ai l'impression que, au niveau, c'est sûr que ça se passe beaucoup en biologie, là. C'est mhm, vraiment dans la compréhension de la biologie que l'avenir de cette question-là, elle est, là. mhm. Les gens ont tendance à penser physique, là, Ouais. mais c'est vraiment en biologie, puisque la biologie, elle implique l'intelligence vraiment au niveau le plus bas. C'est super intéressant. J'ai eu des rencontres récemment avec un monsieur qui a une compagnie pharmaceutique, puis il me parlait du système immunitaire. Puis, c'était vraiment fascinant parce que, Jordan Peterson, il parle de la question de la sélection comme étant différent de random dont les darwinistes ont tendance à parler. Il dit la sélection sexuelle, c'est vraiment de l'intelligence qui agit sur le monde, c'est-à-dire il y a une raison, puis là, on va sélectionner basé sur une raison. Puis là, c'est vraiment Saint-Maxime, dans le fond. Là. C'est weird de penser que ça va si bien ensemble. Mais ce que le monsieur m'expliquait, c'est que ça, c'est pas juste la sélection sexuelle. C'est-à-dire que notre système immunitaire fonctionne exactement comme ça. Puis il y a comme une sorte d'émergence de multiplicité. Disons, il y a un pathogène qui rentre dans le corps. Puis là, le système immunitaire, il va faire des cellules pour capturer le pathogène.
Puis il dit les cellules, là, c'est comme ils ont comme des bras, comme un genre d'octopus avec des bras flappy comme ça. Puis ils se promènent, puis ils font ça de même. Puis là, un moment donné, ils attrapent des cellules à peu près à moitié, n'importe comment. Puis là, le système immunitaire, il détecte quelles cellules sont plus accrochées. Puis là, il dit, OK, faisant plus de celles-là avec une certaine variation. Puis il en fait plus, 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 plus. Puis à chaque fois, chaque génération, les bras, ils sont de moins en moins floppy, de plus en plus solides, jusqu'à temps qu'ils trouvent un qui... Puis là, tu te dis, c'est hallucinant, là. Tu sais, je dis ça, c'est carrément de l'intelligence qui contraint la multiplicité au niveau cellulaire. T'sais. Fait que l'idée que c'est pas juste une question de sélection sexuelle, là. C'est-à-dire la sélection, elle se passe dans les niveaux les plus bas de la biologie. T'sais. C'est la même structure. C'est la même structure que une ville ou que n'importe quoi où tu as de la multiplicité puis tu as des contraintes sur la multiplicité basée sur raison. C'est basé sur des logos. C'est comme. En tout cas, fait que là, je me dis, c'est sûr que d'échanger avec des gens comme ça, qui sont plus conscients des systèmes que nous, on ne connaît pas nécessairement, ça peut aider à démontrer jusqu'à quel point Mhm. c'est ça, jusqu'à quel point c'est vraiment là, ce que Mathieu décrit dans son livre aussi, là, l'idée de la relation entre disons, le chaos et la multiplicité, puis la contrainte ou le Ouais, logos ou la raison en haut, c'est comme ça que ça marche. Là, ouais, ouais, ouais. C'est bon, parfait. Une dernière chose dont j'aurais envie de parler au sujet du livre, c'est, tu sais, je t'avais déjà entendu parler du fait que Mathieu n'avait pas mis de référence dans son livre, puis tu mets pas de référence tellement souvent non plus dans ce que tu fais, parce que tu veux pas accrocher ce que tu fais comme à un moment aujourd'hui avec comme des auteurs précis, par exemple, là, puis ça donne quand même une qualité comme plus intemporelle ou permanente au livre. Comme ça, tu sais, le livre de Mathieu, vu qu'il fait aucune référence à quoi que ce soit d'autre que la Bible, il risque d'être encore pertinent dans 200 ans, mettons, Ah 300 oui, ans. oui. Ouais. Euh, Versus, c'est sûr qu'un livre qui s'inscrit, même ce que Louis avait fait, là, Miracles, par exemple, ben, comme je l'ai dit tantôt, c'était super dans le cadre du naturalisme de son époque, il y a 50 ans, 70 ans. Mais maintenant, ça ne fit plus super bien parce que le naturalisme, c'est plus ce que lui disait. Oui, Fait que c'est ça. faut comme tu fasses des transitions mentales Quand tu lis ces exemples. Là. exact, exact. Puis veux pas, moi je fais ça aussi, là. Tu sais, j'essaie de faire un pont spécifiquement pour sont des gens qui ont une formation scientifique dans les dernières décennies, disons. Mais c'est si la science continue de changer dans 50 ans, ça risque de plus fitter. Ouais. Mais Mais je pense que c'est correct aussi. Je veux dire, on a chacun notre fonction, puis on écrit chacun, puis on communique chacun au niveau qu'on communique, puis que c'est nécessaire d'avoir tout. Parce que, à cause de la qui a écrit son livre, pour cette personne, c'est pas accessible. C'est-à-dire, ça n'enlève rien de ce qu'il a écrit. Au contraire, c'est parce que c'est l'exemple qu'il utilise dans son livre lui-même. Là. C'est-à-dire, c'est trop peu puis trop simple, puis à cause de ça, les gens ils sont pas capables de le percevoir. Ben, mhm, c'est pour ça qu'il faut aussi des versions euh, qui sont plus métissées, là, qui sont mhm, plus, qui sont plus incarnées là, pour pouvoir aider les gens à saisir de quoi ça parle. Fait mhm, que je pense que c'est absolument nécessaire là, d'avoir des textes comme ça. Là, puis mhm, non seulement que c'est correct, mais c'est important parce qu'il il faut pour faire les ponts. mhm. Les Ouais, ponts à tous les niveaux. ouais, exact. Ça a sa place dans la hiérarchie. Ça, c'est Euh, sûr. donc c'est ça, ça fait le tour, moi, de ce que j'avais en tête pour le livre. À moins que toi, tu aies d'autres questions, d'autres points dont tu voulais parler. Écoute, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Là, Mhm, je trouve ça le fun que tu fais ça. Je trouve que ça tombe vraiment au bon moment. Là. J'ai l'impression aussi que avec la fin de la COVID, puis un peu même avec ce que moi je fais, ça s'est comme un peu, on dirait, concentré, puis un ouais, peu plus ratifié. Là. ouais. Euh, fait que ça va être je pense que d'avoir des gens qui écrivent clairement puis qui expliquent clairement les choses c'est vraiment parfait. Là. J'ai hâte de voir comment ça va atterrir dans la communauté Symbolic World. Ouais, j'ai bien hâte de voir aussi. Puis comme tu dis, c'est le Les fun. Français, ils ont le Les chapitres 1 à 1, là, preview, ils là, sortent là, ces c'est temps-ci. ça, là, ils ont le inside, là, les francophones. C'est-à-dire, allez lire les articles de Jean-Philippe, puis comme ça, vous allez savoir avant les Anglais ce qui s'en vient. Ouais. Puis laissez-moi des commentaires sur le Circle aussi. Tu sais, si vous allez sur le blog, vous cliquez sur commenter, vous allez dans la communauté Circle, les articles sont là. Puis tu sais, moi, je vais être bien content de répondre à des commentaires, échanger avec vous. Ça peut juste m'améliorer le livre. Fait que Oui. n'hésitez pas à faire ça. Je vais être très content de vous répondre. Puis Ouais, il ne faut pas oublier les gens parce que c'est pas, il n'est pas là sur la première page, mais quand on va dans
sur sur la page de Symbolic World, il y a toute une section français avec des articles de plusieurs personnes. Puis c'est là que Jean-Philippe va publier ses textes. Alors, c'est ça. Impliquez-vous. On a besoin des francophones aussi. Parfait. Bon, ben, allez lire ça, puis on se verra dans les commentaires, puis on se revoit dans le prochain vidéo aussi. Merci tout le monde. Salut.